Bonjour et bienvenue dans Capitale 2020 BFM Paris, Le Parisien, votre rendez-vous politique en Ile-de-France. À 1 mois et demi maintenant des municipales, nous allons passer 1 heure avec un prétendant à la mairie de Paris. David Béliard, candidat Europe Écologie Les Verts, est notre invité. Qui est-il? Que propose-t-il aux Parisiennes et aux Parisiens? Les réponses, c'est tout de suite dans Capitale 2020. A tout de suite. Bonsoir à tous, vous pouvez réagir, vous le savez, tout au long de l'émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag BFM Paris. David Béliard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Vous étiez le tout premier invité de Capitale 2020 il y a quelques mois. Aujourd'hui, on va apprendre à mieux vous connaître personnellement et également les propositions que vous allez faire aux Parisiens lors de ce prochain scrutin. Christine Henry, bonsoir. Bonsoir. Journaliste Le Parisien, merci d'être avec nous. Le Parisien, on le rappelle, qui est partenaire de cette émission. Au programme avec vous aujourd'hui, David Béliard, on va comme d'habitude faire le tour de l'actualité parisienne, majoritairement autour de la campagne des municipales qui avance, mais aussi de l'actualité sanitaire, notamment dans cette campagne. Vous connaissez la formule, vous passerez également notre petit test de connaissance. Vous avez posé la question. Il sera axé aujourd'hui sur votre arrondissement, le 11e arrondissement. Un petit quiz en toute convivialité, vous le savez. Notre reporter Alexia Elisabeth nous rejoindra ensuite pour aborder les questions d'écologie au cœur des campagnes de presque tous les candidats désormais à la municipale parisienne. Et puis un second invité nous rejoindra en fin d'émission pour vous interroger sur une thématique liée à son quotidien de Parisien. Il s'agira de la toxicomanie et ce sera en fin d'émission tout à l'heure. Mais avant cela, passons aux présentations. David Béliard, on le rappelle, vous avez 41 ans jusqu'au mois de mai prochain, où vous passerez au 42. Politiquement, vous êtes candidat, on l'a dit, Europe Écologie Les Verts à la mairie de Paris, élu en juin dernier. Vous êtes aussi tête de liste dans votre arrondissement, le 11e. Vous êtes conseiller de Paris depuis 2014, conseiller également métropolitain depuis 2015. Vous êtes coprésident du groupe Écolo à Paris également. Et votre vie personnelle, alors on parlera un peu plus tard de votre jeunesse notamment, mais nous savons que vous avez étudié en prépa HEC à Nancy, que vous avez fait ensuite l'EDEC Lille, l'école de commerce lilloise, avant de poursuivre votre cursus à Paris. Vous êtes arrivé en 2002, il y a 18 ans de ça, date de votre engagement politique déjà auprès des Verts. Alors première question, élection. David Béliard, brièvement, à 1 mois et demi maintenant de ces municipales à Paris, qu'est-ce qui vous motive plus que jamais pour aider les Parisiens, les Parisiennes ici pour les 6 prochaines années ? On est dans une situation qui est une situation particulière, extraordinaire d'une certaine manière, à plein d'aspects, et notamment parce que on connaît une accélération des dérèglements climatiques. On l'a vu avec les canicules de l'année dernière. On le voit aussi partout. Les incendies en Australie, les incendies en Amazonie, la fonte des glaces. Bref, on voit qu'il y a une nouvelle donne climatique et il faut s'y adapter. Et s'y adapter, c'est transformer la ville, c'est écrire une nouvelle histoire pour Paris, c'est écrire une nouvelle histoire pour sa métropole, c'est sortir Paris du tout voiture, c'est remettre de la nature en ville et vraiment de la nature. C'est avoir une politique qui est une politique cohérente pour protéger nos enfants, par exemple, parce que je crois que c'est important aujourd'hui de partir des plus vulnérables, de partir des enfants qui sont aussi notre avenir, cette génération climat en devenir, pour que eux aussi, on puisse leur léguer une ville qui est une ville vivable, une ville où on peut vraiment vivre malgré les dérèglements climatiques et où on peut vivre bien et mieux. C'est ça votre motivation, on l'a bien comprise en tout cas. Merci David Béliard. On poursuit tout de suite avec l'actualité. C'est Paris News. Et on va parler santé. On va parler santé dans un premier temps, évidemment, de l'épidémie de coronavirus qui touche le monde. On vient de l'apprendre ce jeudi. Air France a décidé de suspendre tous ses vols à partir et en destination de la Chine continentale, et ce jusqu'au 9 février. Plus près d'ici, l'un des grands événements festifs de notre capitale par excellence tous les ans, c'est ce grand défilé. On voit les images de celui de l'année dernière, le grand défilé du Nouvel An chinois. Il a été annulé et reporté au printemps prochain sans date vraiment définie à cause de cette épidémie de coronavirus. La décision elle a été prise par le maire du 13e
13e, en collaboration suite à une réunion hier avec la mairie de Paris, avec les organisateurs également de ce défilé. Un choix qui fait suite notamment à la confirmation d'un 4e cas de coronavirus ici à Paris. Est-ce que vous comprenez cette décision de reporter le Nouvel An chinois? Oui, je la comprends parce que il y a une angoisse qui est une angoisse légitime, même si aujourd'hui on ne peut pas parler d'épidémie en France. Il y a 5 cas, je crois, et pas 4, mais... Oui, 4 à Paris. 5 cas en tout cas dans toute la France, mais il faut prendre toutes les mesures. Toutes les mesures, eh bien, c'est les contrôles aux aéroports, c'est de renforcer les moyens à l'hôpital public, c'est effectivement d'éviter, pour protéger notamment les individus, les gens, eh bien, les grands rassemblements qui sont susceptibles effectivement de créer en tout cas au moins une angoisse. Donc oui, moi je le comprends, surtout que cette décision, elle a été prise avec l'ensemble des parties prenantes. Elle n'a pas été imposée, elle a été discutée. Je sais que Anne Souiris, qui est l'adjointe écologiste en charge de la santé à Paris, eh bien, a participé aussi à ces discussions et soutient ce report, et non pas cette annulation, mais ce report. Je crois qu'il faut le faire dans des conditions qui sont des conditions peut-être plus apaisées. On va voir aujourd'hui, prenons toutes les décisions, prenons toutes les mesures pour justement éviter que l'épidémie arrive à Paris et en France. On poursuit ce tour de l'actualité francilienne, parisienne, avec la campagne municipale donc à Paris, et notamment ces bisbilles au sein de La République En Marche. On le rappelle, il n'y a plus qu'un seul candidat maintenant à La République En Marche, c'est bien Benjamin Griveaux. Hier soir, le bureau exécutif du parti présidentiel a donc décidé d'exclure Cédric Villani, le dissident. Dimanche, il avait refusé en effet la proposition d'Emmanuel Macron de rejoindre le camp de Benjamin Griveaux. Qu'est-ce que vous pensez tout d'abord de cette décision d'exclusion ? Moi, vous savez, je suis pas là pour m'inviter dans les débats internes à d'autres partis, et en particulier quand c'est La République En Marche. Voilà, donc il y a une décision qui a été prise, c'est leur processus. Je note simplement que nos processus à nous, écologistes, sont peut-être plus transparents, plus démocratiques. On a fait une primaire, il y a eu une élection interne, on demande l'avis aux militantes et aux militants. Ensuite, évidemment, il y a eu surtout une décision de Cédric Villani de refuser l'injonction du président de la République et plutôt, cette décision-là, vous la comprenez ? Et plutôt de faire un pas vers Paris, et surtout de faire un pas vers la coalition climat que j'appelle de mes voeux. Donc évidemment, j'en suis satisfait. Je trouve que c'est un acte courageux, c'est toujours un acte courageux de rompre d'une certaine manière, en tout cas de s'éloigner de sa famille politique. Maintenant, on va voir comment on peut continuer à travailler ensemble, et notamment à travailler ensemble sur le fond, sur le projet, sur Paris. Alors justement, maintenant que Cédric Villani a été exclu par le bureau exécutif, est-ce que cette coalition, est-ce qu'il a désormais sa place au sein de cette coalition pour le climat, que vous appelez de vos voeux? Maintenant, on va discuter, encore une fois, parce qu'il y a quand même la question du soutien au gouvernement. Il n'a pas été d'une clarté quand même absolue sur cette question de soutien ou pas soutien. Juste quand même, c'est pas qu'une question politicienne, c'est que nous avons affaire à un gouvernement qui mène une politique qui est une politique anti-climat, qui est très en deçà des enjeux aujourd'hui qui sont les nôtres. Par exemple, avec le refus d'interdire véritablement le glyphosate, ce produit toxique qui a des impacts et des conséquences négatives, par exemple, sur la santé des agriculteurs et sur la santé d'ailleurs de l'ensemble des consommateurs. Bon, il faut aller aujourd'hui plus loin. Moi, je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut s'engager pleinement pour une transformation écologiste de la ville, pour faire de cette ville une ville verte, une ville solidaire, eh bien, il faut que nous soyons clairs politiquement. Donc on va voir. Il y a une campagne, il reste encore 1 mois et demi. 1 mois et demi pour discuter, 1 mois et demi pour débattre, 1 mois et demi aussi pour voir quelles sont les convergences. Parce que si, ce qui est important, ce sont les convergences. Si Cédric Villani précise son projet comme vous le demandez, est-ce qu'il y a une possibilité de vous allier justement avant ce premier tour? Mais ce serait vous qui incarneriez de toute façon ce mouvement écologiste à Paris? Mais aujourd'hui, la question, elle n'est pas là. Il y a une élection, il y a un premier tour. Vous savez, moi, je suis très clair, je suis très simple d'une certaine manière. J'ai fait un certain nombre de propositions et on va continuer à en faire. On a un meeting le 5 mercredi prochain, le 5 février, qui se passera dans le 19e arrondissement, et on va continuer à exprimer un certain nombre de propositions pour Paris. La piétonisation des 300 écoles les plus polluées, la question de la nature en ville, la question aussi du blocage des loyers. On a un certain nombre de propositions très fortes. Et puis, je crois, parce que nous sommes dans une élection qui est une élection très particulière, qui va demander un certain nombre d'alliances, parce que personne
personne ne sera majoritaire seul. C'est pas la peine de raconter des histoires aux gens. C'est pas la peine. Les Parisiennes et les Parisiens, ils sont intelligents. Ils savent qu'à la fin, eh bien, il va y avoir des alliances. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de dire, moi, je dis avec qui je suis susceptible de discuter, avec qui je suis susceptible de travailler et sous quelles conditions. Donc, finalement, je sais que ça peut paraître fou, mais c'est une forme d'innovation démocratique. Alors justement, la vous parlez de transparence pour nos téléspectateurs, pour les électeurs qui vont voter à Paris dans quelques semaines. De quoi s'agit-il vraiment de cette coalition climat? Qu'est-ce que ça comprend comme thématique? Qui va l'incarner? Avec qui? Qu'est-ce que vous envisagez? Mais la coalition climat, vous savez, elle vient de quoi? Elle vient du fait que tout le monde aujourd'hui fait de l'écologie. On va peut-être en parler tout à l'heure. Tout le monde fait de l'écologie. Bon, donc tout le monde partage le constat d'une urgence. Ce que je disais tout à l'heure, il y a une accélération des dérèglements climatiques. Et cette accélération des dérèglements climatiques, elle n'est pas dans des rapports scientifiques, c'est pas abscon, c'est pas à des centaines de milliers de kilomètres, c'est maintenant. Ici, à Paris, la canicule, c'est nous qui la vivons. Les pics de pollution, c'est nous qui les vivons. La question du risque de crue, c'est nous qui sommes confrontés. Devant les urnes, donc, quand les électeurs vont si se on présenter, est tous, ils vont voir quoi? si on est tous à partager ce constat, eh bien moi, ce que je dis, c'est mettons-nous d'accord sur un certain nombre de propositions qui sont des propositions fortes, qui constitueraient le socle de cette coalition climat. J'ai commencé à dérouler un certain nombre de propositions. Par exemple, la question de la piétonisation des écoles. Je crois qu'il faut aujourd'hui protéger nos enfants. L'idée, c'est de dire, eh bien, on va piétoniser les abords des écoles. Le deuxième sujet que j'ai avancé, c'est les grands travaux inutiles de bétonisation. Nous avons 200 hectares aujourd'hui de friches. Ce sont des exemples de ce que c'est des vous éléments proposez. importants. Non, Tout à fait. c'est des éléments importants qui sont pour moi. Juste pour répondre à ma question, en fait, Oui, cette coalition climatique, quand les électeurs vont venir devant les urnes, dans l'isoloir, ils vont trouver un bulletin avec bulletin, ils vont trouver un bulletin avec la coalition. Vous savez, la coalition climat, on a déjà commencé à la faire. Europe Écologie Les Verts, moi je suis issu de cette famille politique, mais on a aussi Urgence écologiste avec Delphine Batho, on a l'Alliance écologique indépendante, on a le parti animaliste À nous la démocratie qui travaille notamment sur un renouveau du pacte démocratique à Paris et plus globalement. Donc la coalition climat, elle est déjà là. Il y aura un bulletin coalition climat écologiste David Béliard au jour du premier tour. Bien entendu, c'est aux électeurs, c'est aux électrices, c'est aux Parisiens et aux Parisiennes de décider. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes en confrontation et que nous sommes opposés à tout ce qui est dit dans le débat public. Par exemple, quand je vois qu'un certain nombre de candidats, et plutôt de candidates d'ailleurs, eh bien, utilisent nos propositions, par exemple, pour la question du vélo, par exemple, eh bien, moi, je m'en félicite. Et je dis, eh bien, bravo, parce que ça nous fera des points de convergence pour la suite. Parce que ce qui est important, c'est pas juste de savoir qui va gagner l'élection, même si moi je reste persuadé et je suis convaincu qu'aujourd'hui les Parisiennes et les Parisiens sont prêts à mettre un maire écologiste à Paris. Et donc c'est vous qui devriez incarner, quoi qu'il en soit, cette coalition. Mais ça c'est la démocratie. C'est la démocratie. Vous allez poser la question aux Parisiens? Moi, je souhaite. Tour, vous arrivez derrière à d'autres candidats. Est-ce que vous êtes prêts à nous laisser la tête de la coalition? Mais enfin, nous on fera des alliances. On l'a toujours fait. Mais je vais vous dire. Ce que je crois aujourd'hui, ce que je vois sur le terrain, cette dynamique qu'il y a autour de l'écologie, à Paris aussi, mais aussi dans toute la métropole de Paris, eh bien, je crois que cette dynamique, elle peut nous amener en tête au soir du premier tour. Et j'en suis intimement persuadé. Ensuite, je vais vous dire, ce qui est important, c'est de transformer véritablement Paris. Je suis désolé de revenir sur le projet, mais je crois que quand même, il y a une chose qui est importante pour les gens, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de Paris? Est-ce qu'on veut faire plus d'espaces verts? Est-ce qu'on veut faire des grands jardins? Est-ce qu'on veut dire, enfin, arrêtons avec le tout voiture qui fait du bruit, qui pollue et qui nous empêche de respirer, pour aller vers une ville qui est une ville où enfin on respire, où on peut faire du vélo en toute sécurité, où on peut avoir des transports en commun. Votre discours est celui de nombreux candidats en effet. Vous comprenez que d'autres candidats en revanche justement ne s'inquiètent pas de cette question?
Ne s'inquiète pas de la question de l'écologie, de la place du vélo par exemple. Vous savez, chacun fait ses propositions. Moi, je suis pas là pour donner des bons points ou pas d'écologie. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de changer la ville. Pourquoi? Pas pour la changer, pour la changer. C'est parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de problèmes en termes de qualité de vie. On prend tous, moi je suis cycliste, je vois bien que même s'il y a des améliorations, eh bien ça reste toujours compliqué de prendre son vélo. Vous êtes cycliste, vous êtes venu comment sur le plateau aujourd'hui? Quand vous prenez le métro, quand vous prenez le métro, vous savez, je me déplace à 90% à vélo, le reste en métro et parfois en taxi. C'est ça c'est comme ça. Donc que vous reconnaissez je me que déplace. Le tout vélo, c'est pas non plus le Mais plus vous savez, pratique. oui, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il faut changer nos manières de se déplacer. Et donc, quand je dis qu'il faut pouvoir prendre son vélo en toute sécurité, ça ne veut pas dire que je ne dis pas qu'il faut pouvoir marcher en toute sécurité à Paris. Ça ne veut pas dire que je dis, eh bien, arrêtez de prendre les transports en commun, puisque je pense qu'il faut aujourd'hui investir dans les transports en commun. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé un tramway des gares, de la gare Montparnasse à la gare du Nord. 470 millions de voyageurs qui prennent, qui utilisent ces gares et qui permettraient de désaturer les transports en commun. Et enfin, la voiture. Eh bien, la voiture, il faut la réserver pour les transports collectifs, pour les voitures dites collectives, les taxis. Vous savez que quand même, pendant tout ce mandat, les écologistes, et moi en particulier, nous avons défendu la profession des taxis. Il faut évidemment les réserver pour les personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas faire autrement. 2% seulement des stations aujourd'hui de métro sont accessibles aux personnes en situation de mobilité réduite. Et enfin, les réserver à certaines professions. On change, on hiérarchise. Moi, je dis d'abord les piétons, les vélos, ensuite les transports en commun, ensuite la voiture. Donc, c'est ça le projet. Ce projet de transformation, c'est un grand projet. Il va falloir embarquer tout le monde. Il va falloir faire une grande coalition climat, pas uniquement avec Cédric Villani ou avec Anne Hidalgo, mais aussi avec les Parisiennes et les Parisiens. Justement avec les autres candidats, et on va parler sondage. Avec cette question, on se dirige, tourne vers un duel Hidalgo-Dati. En tout cas, les derniers sondages semblent l'indiquer. Selon un récent sondage Odoxa pour Le Figaro, vous le voyez, c'est peut-être écrit en petit, mais Anne Hidalgo recueille 23% des intentions de vote au premier tour, Rachida Dati 20%. On voit derrière Benjamin Griveaux avec 16%. Vous-même, David Béliard, 14,5% devant Cédric Villani, crédité de 10% des voix. C'est la deuxième fois en seulement une semaine qu'une enquête donne ce même ordre d'arrivée au premier tour. Ce duel, Hidalgo-Dati, est-ce que c'est une surprise tout d'abord? La candidate Les Républicains n'était pas franchement favorite il y a encore quelques semaines. Alors d'abord, ce qu'il y a derrière moi, il y a une petite erreur. C'est David Béliard, Paris Écologie. Parce que c'est pas juste une candidature de parti. C'est pas juste une candidature Europe Écologie Les Verts. C'est une candidature qui rassemble bien largement ma famille politique. Parce que je crois qu'il faut aujourd'hui rassembler au-delà des familles politiques. Aujourd'hui, il faut aller plus loin. Et ce duel, vous savez, il est d'abord écrit par les journalistes. Moi, je crois qu'il y a des options supplémentaires. Et l'option, l'écologie. Je crois qu'aujourd'hui, l'écologie et les écologistes, moi je suis persuadé que, encore une fois, la question qui se pose, c'est de savoir quel type d'écologie on veut. Est-ce qu'on veut une écologie qui est centrée sur les arrondissements centraux et qui laisse toute sa place au sponsoring et aux grandes entreprises? Ou est-ce qu'on veut une écologie à taille humaine, une écologie qui s'intéresse aux arrondissements périphériques, qui donne par exemple des zones piétonnes, des zones cyclables pour les arrondissements et populations qui sont les plus modestes? Et cette dose d'écologie dans le classement qu'on a vu, qu'on pourrait peut-être revoir, qu'est-ce que ça donnerait? Est-ce que ça veut dire que ces candidats qui sont listés ici pourraient bien s'agglomérer dans cette liste donc écologie, Paris Écologie, la vôtre, incarnée par vous-même? D'abord, mon ambition, c'est de rassembler un maximum de Parisiennes et de Parisiens qui se retrouvent dans les valeurs que je porte et dans le projet que je porte avec l'ensemble des candidats et candidates écologistes. C'est ça l'enjeu. Et il y a d'ailleurs un certain nombre de personnalités qui nous ont rejointes. Raphaël Rémy-Leleu, ancienne porte-parole d'Oser le féminisme, qui est numéro 1 dans l'arrondissement du centre. Nous avons Alice Coffin, qui est une féministe lesbienne, qui est reconnue sur des combats de lutte pour l'égalité femmes-hommes et pour l'égalité des minorités. Et nous aurons d'autres personnalités qui vont nous rejoindre dans les prochaines semaines. On peut se demander tout de même si vous ne créez pas un faux suspense avec cette coalition
Hérisson avant de rejoindre finalement Anne Hidalgo au deuxième tour. Est-ce que comme les écologistes l'ont toujours fait avec le PS depuis des années, je sais que c'est très difficile d'ouvrir une autre histoire. Je sais que lorsque tout d'un coup on dit ben non, en fait on va pas faire exactement comme on l'a toujours fait. Pourquoi? Pas parce qu'il y a une lubie de Béliard. C'est parce qu'il y a aujourd'hui une situation qui est telle que nous avons besoin de rassembler, que nous avons besoin de trouver des convergences, que nous avons besoin aussi d'inventer un nouveau cycle politique. Il y a eu, permettez-moi juste en quelques secondes... Est-ce que ça veut dire que vous ne vous allierez pas avec Anne Hidalgo pour répondre à Christine? La coalition climat, d'ailleurs, dans l'interview que j'avais faite avec vous, dans le Parisien, elle est très claire. Le périmètre, il est très clair. Moi, j'ouvre mes portes et je tends la main. À la fois à Daniel Simonet de la France Insoumise jusqu'à Cédric Villani sous un certain nombre de conditions. Est-ce que ça inclut le Parti Socialiste? Est-ce que ça inclut la maire sortante? Bien sûr. Donc c'est là en tête, vous vous effacez devant elle? Mais non, mais moi j'arriverai en tête. C'est ça le sujet. C'est qu'aujourd'hui, il y a une aspiration. Mais je sais que c'est... Oui, mais je sais que c'est difficile de comprendre ou d'envisager que des écologistes peuvent gérer une grande ville comme Paris. Mais aujourd'hui, on est prêt. Aujourd'hui, nous avons les propositions. Aujourd'hui, nous avons les valeurs. Aujourd'hui, nous avons les équipes. Aujourd'hui, les candidates et les candidats qui se présentent dans les arrondissements, oui, ils sont le renouvellement démocratique. Oui, ils sont la génération climat. Mais ils sont solides. Ils viennent de grandes entreprises. Ils viennent de grandes associations. Ils savent ce que c'est que la gestion d'une grande ville. Et surtout, ils ont cette volonté et ce désir énorme de changer les choses. On poursuit David Béliard. Réagissez toujours sur les réseaux sociaux avec le hashtag BFM Paris. 5 questions désormais sur votre arrondissement, le 11e. C'est tout de suite dans Paris Screen. Allez, vous connaissez le principe, hein, 5 petites questions rapides. Très mauvais, hein, je vous l'avais. Vous avez eu la meilleure note jusqu'à présent. Oui, mais 4 sur 5, on le rappelle. Je déteste le trivial poursuite, mais allons-y. C'est beaucoup moins dur que le trivial poursuite. Première question, quel est le nom administratif de votre arrondissement, le 11e? Le nom administratif? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça s'appelle l'arrondissement de Popincourt. C'est le code général des collectivités territoriales. L'arrondissement de Popincourt. Ben vous me du nom de famille Jean de Popincourt. Terrible. J'ai habité tout près, rue Sedaine, à côté de la rue Popincourt. Voilà, la très grande rue du 11e. C'est très belle rue. Voilà. Qui a beaucoup changé d'ailleurs. Qui a beaucoup changé, effectivement. Beaucoup changé. Alors, vous avez toujours vécu d'ailleurs dans le 11e arrondissement? Non, j'ai un peu bougé comme tous les Parisiens au gré de ma vie personnelle. Il est arrivé parfois que j'habite ailleurs que. Mais c'est votre arrondissement de cœur, vous le diriez? Oh oui, bah, ça fait très longtemps que je le connais, en tout cas que j'y vis. C'est un arrondissement. En 2002, quand je suis arrivé, d'abord un petit cours dans le 10e, et puis ensuite j'ai très vite atterri dans le 11e arrondissement. Alors deuxième question, donc on ne vous a pas accordé ce point. Deuxième question, quelle est la station Vélib la plus utilisée à Paris? Forcément, elle est dans votre arrondissement, vous l'avez compris. Oui, c'est très, très intéressant. Du coup, moi je mettrais... alors je ne sais pas si elle est côté 11e, mais je pense que comme ça serait peut-être la station République. Station République, alors pas loin, hein, c'est la station numéro 11037, parce qu'elles ont des petits numéros. C'est celle qui est située en bas de la rue Faubourg du Temple, au niveau de la place de la République. Ça va. On vous l'accorde, parce que vous êtes dessus. 45 000 Vélib qui sont empruntés par trimestre sur cette borne-là. Même actuellement? Même actuellement. Oui, parce que ça ne veut pas dire que le Vélib, ça marche folichon, là, en ce moment. Mais ça reste en tout cas chez vous que l'on prend le plus le vélo, en tout cas le vélo partagé. Troisième question, combien de place de la République, pardon, c'est quand même une zone qui n'est pas uniquement réservé aux gens du 11e quand même. Oui, c'est sûr, ça chevauche sur beaucoup d'arrondissements parisiens. Combien de cinémas y a-t-il dans votre arrondissement, dans le 11e? Alors je vais vous dire, j'ai un petit doute, mais il n'y en a pas beaucoup. Voilà, je pense qu'il n'y en a pas. C'est un regret? Oui, alors c'est un regret. Moi, je vais beaucoup au cinéma à Bastille, mais je crois qu'il est côté 4e, celui, notamment le MK2, sans faire de publicité. Mais il est chez vous. Mais il est chez moi. Il est chez vous. Ouais. D'accord, ok. Beau marché. Il y a le Majestic. Il y en a deux, pour répondre à votre question. Majestic et le MK2. Alors il y a le Majestic Bastille et le MK2 Bastille. C'est un cinéma qui est à la fois sur le côté du boulevard Beaumarchais et sur le faubourg Saint-Antoine. Je vous accorde le point puisque vous nous en avez donné. C'est assez compliqué en effet cette situation parce qu'il y en avait 3. Et il y en a 2 qui ont fusionné, donc ça en fait 2 maintenant chez vous. Quatrième question, quelle chanteuse française est consacrée, à quelle chanteuse française est consacrée un musée dans le 11e? Non, là je ne sais pas, je sèche. Au hasard? Non, Edith Piaf, non, c'est nul ça. Dites-moi, vous validez ou pas? Non, je sais pas, j'en sais rien. Écoutez, j'en sais rien. Vous suivez votre cœur ou pas? Allons-y, là vraiment je sèche. Vous êtes sûr? Oui, alors Edith Piaf.
Raison. Voilà, Edith incroyable, Piaf. incroyable. Si, il y a un musée Edith Faut toujours Piaf. jouer, toujours jouer. Vous voyez, faut vous faire confiance. 1915-1963, ce sont les dates de naissance et de mort d'Edith Piaf, donc née à Paris et qui est enterrée du côté du cimetière du Père-Lachaise. Et donc, elle a un musée dans le 11e. Alors, un peu de musique maintenant avec ce blind test. On vous fait écouter ce titre. Vous me donnez le nom de l'interprète, du groupe, ou alors encore de son titre. J'habite en plein cœur de Paris, au bord du canal Saint-Martin. Un rez-de-chaussée quai de Valmy, sans balcon ni petit jardin. C'est pas la mer malgré les mouettes, la pointe du rat sans les embruns. Faut savoir faire des sacrifices quand on veut rester parisien. Allez. Je sèche. Un du tout, c'est Canal Saint-Martin des Fatales Picards, le Canal Saint-Martin qui passe Le Canal également Saint-Martin, j'ai dans bien le compris 11e. qu'il parlait du Canal Saint-Martin. Mais ça, c'était le titre. Ah, c'est le titre, d'accord. Il dit Oui. soit le titre, soit l'interprète. Donc mais voilà, bon, c'est pas grave. 3 sur 5, c'est ça la note finale. On va la voir s'afficher. Voilà, c'est confirmé. Ça va, ouf, 3 j'ai sur la, 5. j'ai la moyenne. Vous avez la moyenne, plus que la moyenne même. Et puis voilà, vous restez quand même dans le top des meilleurs joueurs ici à ce quiz de Capitale 2020. Allez, on va maintenant parler écologie dans cette campagne municipale parisienne. C'est le Paris Focus. Alexia Elisabeth, reporter BFM Paris, nous rejoint. Bonsoir Alexia. On a le sentiment que cette bataille de Paris, elle devient de plus en plus le concours de l'écologie. On l'a abordé avec David Béliard. Dans la capitale, les candidats redoublent d'inventivité. On va le voir avec toi pour tenter de se démarquer sur le sujet. La première proposition a été largement relayée, voire moquée sur les réseaux sociaux le week-end dernier. Est-ce que vous l'avez ? Oui. Central Park à Paris, à la place de la gare de l'Est. Exactement. Il s'agit du déplacement de la gare de l'Est. Benjamin Griveaux propose donc de déménager la gare jusqu'à la porte de la Villette. Vous voyez, la gare est normalement ici. Il propose de la mettre juste ici pour créer donc un immense parc à l'image de Central Park, le poumon de New York. Regardez donc la belle vue que on aurait depuis cette gare. Voilà, on l'a la vue. Une belle vue qui coûterait quand même la modique somme d'1,5 milliard d'euros. Outre cette mesure, il propose aussi d'installer des purificateurs d'air dans les écoles parisiennes. Et il est rejoint sur ce point par Rachida Dati, la candidate Les Républicains. Elle propose elle aussi une opération baptisée Air Sain pour nos enfants en installant des purificateurs filtrant les gaz polluants dans les salles de classe. Mais elle a aussi annoncé la semaine dernière vouloir préempter d'anciens parkings pour y installer des fermes urbaines sur le modèle de celle de la caverne qu'elle a visitée la semaine dernière et qui se trouve porte de la Chapelle. On aurait pu penser également qu'elle souhaitait la fin du diesel pour l'année prochaine, par exemple, mais la candidate a démenti par la voix de sa directrice de campagne. Celui, en revanche, qui a pour objectif la fin de toutes les voitures thermiques, eh bien, c'est Cédric Villani. Voilà, à l'horizon donc 2030, dans 10 ans, il ne veut plus de voitures thermiques dans Paris. Globalement, Cédric Villani se dit écolo progressiste, ce qui n'est pas du tout le cas en revanche de Danielle Simonet qui elle propose d'annuler les Jeux Olympiques, incompatibles à ses yeux avec la préservation de l'environnement. Les Jeux Olympiques les plus écologiques, affirme la candidate de la France Insoumise, sont ceux qui n'ont pas lieu. Elle propose donc de remettre en jeu leur organisation et de soumettre ce choix aux Parisiens par voie de référendum. En revanche, une autre candidate se prépare, elle, aux Jeux Olympiques. C'est Anne Hidalgo. Elle a annoncé depuis un magasin de réparation de bicyclettes qu'elle souhaitait qu'il y ait une piste cyclable dans chacune des rues de Paris à l'horizon 2024, comprendre donc à l'horizon des Jeux Olympiques. Voilà, vous le voyez ici, c'est la rue de Vaugirard. Vous avez vu l'avant-après. Résultat, elle prévoit de supprimer tout simplement 60 000 places de stationnement dans Paris, ce qui représente quasiment la moitié de l'espace disponible pour se garer. Alors, David Béliard, vous dites depuis le début de la campagne que vous vous réjouissez de ne plus avoir le monopole des idées écolo, mais que vous êtes les experts en la matière. Pensez-vous vraiment que les Parisiens auront le même sentiment au moment de glisser leur bulletin dans l'urne ? Votre réponse, David Béliard? Moi, je ne dis pas simplement que nous sommes les experts. Je ne dis pas ça, je dis que nous avons un projet qui est un projet singulier. Vous êtes que les pionniers en tout cas, puisque certaines de vos idées, on l'a vu, ont été reprises. Ça n'a pas l'air de vous déranger? Mais non, mais l'écologie, ça appartient à tout le monde, c'est le bien commun, bien sûr. Mais est-ce que ça ne risque pas de ne pas vous faire élire au profit d'autres candidats? Moi, je ne crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un besoin de cohérence, il y a un besoin aussi de constance. Voilà, on incarne et j'incarne aussi cette famille politique, cette grande famille politique largement qui dépasse Europe Écologie Les Verts, mais qui incarne, oui, la cohérence, oui, qui incarne la constance. Vous savez, la piétonisation des berges de Seine.
par exemple, qui est une avancée, je crois, importante et reconnue par beaucoup de Parisiens et beaucoup de Parisiennes, eh bien, nous la déposons, nous la portons depuis 1989. Depuis 1989. On a mis 30 ans pour arriver à ce que ça arrive et que ça soit réel, que ça se concrétise. Eh bien, on n'a plus 30 ans. Ce que je crois, c'est qu'il faut agir maintenant. Est-ce que vous n'en avez pas assez de porter des idées qui, finalement, eh bien, ce sont les maires PS qui marquent l'essai derrière vous? L'important, je vais vous dire, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes. La première, c'est de transformer certains visuels. Alors, je ne vais pas revenir sur l'histoire du Monopoly, les gens qui jouent au Monopoly à Paris en déplaçant des gares pour faire des parcs dont la superficie, d'ailleurs, ne dépasse pas celle des Buttes Chaumont. 1,5 milliard d'euros pour déplacer la gare de l'Est, qui n'aura aucun impact pour améliorer la qualité de vie, la qualité de transport et des voyageurs et des utilisateurs de cette gare, et qui va créer 30 hectares d'espace vert dont on a besoin, mais qu'on peut créer beaucoup plus facilement et moins cher en utilisant les espaces qui sont aujourd'hui des espaces disponibles, qui sont des friches, notamment dans le 18e arrondissement, dans le 12e arrondissement, simplement en changeant les projets qui sont aujourd'hui prévus. Les projets qui sont portés par le Parti Socialiste et la droite, c'est quoi dans le 18e et dans le 12e arrondissement? Dans le 12e, par exemple, c'est ce qu'on appelle la ZAC Bercy-Charenton. C'est quoi? C'est 6 tours. C'est un projet de bétonisation. Il faut sortir de ça. Là, on a une possibilité d'avoir des dizaines et des dizaines d'hectares disponibles pour faire, en tout cas en grande partie, un nouveau parc pour Paris. Ces tours, elles répondent à une problématique de logement. Alors, on s'éloigne un petit peu du sujet peut-être. Ce sont des tours de bureaux. Évidemment, parce que les tours à 180 mètres, si vous voulez, quand même qu'on soit très clair sur de quoi on parle. Quand vous faites une tour à 180 mètres, ça vous coûte tellement cher que vous êtes obligé de mettre des bureaux pour pouvoir la rentabiliser. C'est ça le sujet des tours aujourd'hui. Donc, quand on nous vend sur un papier glacé des tours de logement, c'est faux. C'est faux. Ce sont d'abord des tours de bureaux. Ce qu'on veut faire, c'est une nouvelle petite défense pour faire répondre à la défense de l'Ouest parisien. C'est une aberration. C'est une aberration. Ça, c'est ce que j'appelle la cohérence. Il faut être cohérent. Lorsqu'on propose des pistes cyclables partout à Paris, lorsqu'on dit qu'on veut, eh bien oui, avancer sur la question de la lutte contre les dérèglements climatiques, eh bien de l'autre côté, on doit arrêter de faire ce type de projets qui sont des projets d'un autre temps et qui sont des cadeaux à des promoteurs. On a entendu certaines propositions. Comment est-ce que vous répondez aussi à la crise du logement dans ces conditions? Parce qu'arrêter les grands projets... Mais vous avez aujourd'hui des centaines de milliers de mètres carrés qui sont disponibles. Une grande partie des bureaux, en tout cas une partie des bureaux aujourd'hui, où de la superficie n'est pas utilisée. C'est quand même incroyable que dans une ville où la crise du logement est telle, où la crise même de l'hébergement, ce soir il y a la nuit de la solidarité, et on sait qu'il y a des milliers de personnes qui vivent, qui dorment dehors, alors qu'on est la capitale de la 6e puissance économique mondiale, et dans le même temps, on a des immeubles qui ne sont pas utilisés, et qu'on pourrait utiliser pour faire quoi? Pour faire du logement, pour faire de l'hébergement, pour répondre aux situations qui sont des situations d'urgence sociale. Vous savez, moi je fais toujours attention aux gens qui nous font croire qu'il y a une opposition entre l'écologie et l'égalité sociale. Non. Il n'y a pas d'opposition. Lorsqu'on fait de l'écologie, eh bien, on se bat contre les dérèglements climatiques. Et lorsqu'on se bat contre les dérèglements climatiques, on se bat aussi dans le même temps. C'est peut-être un problème d'échelle de temps, de perception aussi pour les personnes qui en doutent, justement, de se dire que ça prend du temps d'arriver à toutes ces problématiques écologiques avant de gérer l'urgence sociale. Vous savez, moi j'ai des projets. Les projets que je propose, c'est des projets qui vont plus vite que déplacer une gare ou qui vont plus vite que construire 6 tours dans le 12e arrondissement, alors qu'on pourrait faire tout autre chose. Quand je dis qu'il faut réutiliser des bâtiments qui sont aujourd'hui des bâtiments vides, qui sont des espaces qui ne sont pas utilisés, mais moi j'utilise le bâti existant, j'utilise le patrimoine, c'est quand même plus rapide puisqu'on a déjà les bâtiments. Simplement, ça fait un certain nombre de travaux pour les mettre aux normes. En plus, ça rénove. En plus, on fait de la transition, on fait de la rénovation énergétique, on fait vraiment de l'écologie sociale, on fait de l'écologie populaire. C'est ça qui m'intéresse. C'est ce projet à taille humaine.
On va également parler, c'est lié toujours à la thématique de l'écologie, de ce grand oral de vélo que vous avez passé hier avec certains candidats à la mairie de Paris. Vous étiez en présence notamment d'Anne Hidalgo, de Nelly Garnier qui a représenté Rachida Dati, de Benjamin Griveaux, Cédric Villani, de Daniel Simonet qui était présent. Chacun a proposé un certain nombre de choses aux associations de cyclistes qui vous ont invité. Vous avez tweeté sur votre compte que vous étiez le dernier candidat à passer ce grand oral et que vous aviez le programme le plus ambitieux, le plus adapté aux évolutions de la ville pour le vélo, Ambition, qui m'ont d'ailleurs valu le nom de Pompidou du vélo, avec une très jolie photo. Voilà, on voit à côté de Georges Pompidou. De Georges Pompidou. Exactement. Là, la jolie photo, c'est celle où je suis en vélo. Ah bah, c'est vous qui en jugez. Hein. Moi, j'aime bien les photos en noir et blanc artistiques, perso. Ouais, moi mais bon, aussi. question de goût. Moi aussi, mais je sais que vous l'aimez aussi, puisque vous l'avez publié. Blague à part, pour revenir sur ce programme ambitieux que vous avez proposé hier, il s'agissait de quoi précisément? C'est un programme qui dit qu'on veut faire de cette ville une ville pour le vélo. Et une ville pour le vélo, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reconquiert de l'espace. On reconquiert de l'espace sur la voiture, on fait des pistes cyclables, sécurisées, partout. Anne Hidalgo dit la même chose, qu'est-ce qu'il y a de plus ambitieux? On supprime, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt l'inverse. Le programme que nous avons, les propositions que nous avons proposées, nous les avons proposées en novembre dernier. Après, vous savez, la course à l'échalote. Oui, je parle pas d'ancienneté, je parle de l'ambition. Oui, mais je vais venir. La course à l'échalote sur la question de l'écologie. Vous-même, vous avez dit que c'est pas un problème finalement. C'est pas très grave. Mais du coup, ce sont quand même les propositions, et permettez-moi de les dérouler, puisque ce sont les propositions que nous avons portées. Donc là, effectivement, la suppression de 50% des places de stationnement, ça fait 60 hectares, redonner pour le vélo, redonner pour des espaces verts. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'on fait un plan vélo pour l'ensemble de la métropole. On fait un vélopolitain. On travaille sur les liens, parce que le vélo, c'est aussi une nouvelle façon de faire le lien entre Paris et sa proche banlieue. Ce sont des ponts. Quand vous faites des pistes cyclables, ce sont autant de ponts qui permettent à des territoires qui aujourd'hui sont fracturés, qui sont déchirés par une autoroute urbaine, eh bien, de retrouver le lien. C'était un petit peu le principe de Vélib quand ça fonctionnait bien. Moi, je trouve que alors je vais revenir sur Vélib, mais je trouve que en cela, le vélo est vecteur de valeurs qui sont extrêmement positives, à la fois sur la question de l'écologie, sur la question de la santé, mais aussi sur la question du lien social. Moi, qui fais beaucoup de vélo, eh bien, je sais que lorsqu'on est à vélo, on a des rapports qui sont des rapports avec les autres cyclistes beaucoup plus simples que lorsque vous êtes enfermé dans une voiture. Pas toujours simple avec les automobilistes à ce qu'on voit en ce moment. Et pour le Vélib. Pardon. Terminer sur le Vélib, on va laisser terminer sur le Vélib. Non, le Vélib, il y a un problème. Il y a un problème parce que aujourd'hui ça ne fonctionne pas et ce service ne fonctionne pas. Je crois qu'il faut poser la question aujourd'hui très claire de ce service comme un service public et donc de penser et de réfléchir à sa municipalisation, puisque manifestement le laisser à des opérateurs privés ça ne fonctionne pas. Et enfin à court terme, oui, il y a une question et il y aura une question. Moi je poserai un audit sur le fonctionnement de Vélib et si besoin, eh bien nous verrons comment casser le contrat et changer la manière dont ça fonctionne. Juste pendant ce grand oral, donc vous avez dit que vous souhaitiez que les enfants puissent aller à l'école en vélo d'ici la fin de leur mandature. Aujourd'hui c'est quand même dangereux de circuler dans Paris. Qu'est-ce que vous proposez pour que les cyclistes roulent en toute sécurité? Parce qu'il faut aujourd'hui faire de la génération climat une génération vélo. Il faut former, il faut, et c'est les propositions que je fais, notamment de la formation dans les écoles pour que chaque enfant qui sort en CM2, eh bien, sache faire du vélo et connaisse les rudiments du code de la route. Il faut des codes des codes de la rue pour apprendre et informer les piétons à la fois de leurs droits, mais aussi de leurs devoirs. Évidemment. Et qui fera respecter ce code? C'est la raison pour laquelle j'ai proposé la création d'une brigade de sécurité et de tranquillité publique. Parce que c'est aussi ça, c'est cette question-là de remettre de l'humain. Remettre de l'humain. Nous avons investi des millions et des millions d'euros dans des caméras de vidéo-verbalisation, alors qu'aujourd'hui, on a un constat qui est partagé par tout le monde, d'une montée des incivilités et d'un problème d'insécurité à Paris. Il faut aujourd'hui assumer le fait de remettre des humains pour répondre à ces questions et notamment dans les quartiers qui sont les quartiers les plus en difficulté. Pour revenir sur ces propositions que vous avez faites et que vous nous détaillez sur le vélo, finalement on les a entendues également dans le plan vélo saison 2 d'Anne Hidalgo la veille de ce grand oral. On a bien compris comment ça s'est passé entre vous et Anne Hidalgo, mais qu'est-ce qui finalement vous différencie? C'est vraiment ça la question qu'on a envie de se poser. Sur la question du vélo? Oui, parce que vous venez de donner cet argument aussi des enfants qui puissent faire du vélo, qui soient formés à l'école, ça aussi Anne Hidalgo l'a cité.
Qu'est-ce qui vous différencie? Parce que justement, qu'est-ce qui va faire dire à un électeur, eh bien, on a l'impression que vos propositions sont semblables. Sur la question du Pourquoi vélo, voter sur la question du vélo, mais aussi sur la question. Pardonnez-moi, mais en tout cas, c'est la grande question écologique. Il y a une question. Comment vous non, il y a une question. Il y a une question de cohérence. Je vous ai parlé notamment, par exemple, des grands projets urbains. Moi, je veux arrêter de faire des tours de bureaux. Je veux arrêter les grands projets qui sont aujourd'hui des projets. Donc sur l'écologie, vous êtes tous au même niveau, c'est au-dessus, au-delà de ça que vous êtes. Non, il n'y a pas d'au-delà. C'est une philosophie générale. C'est de retrouver. Ça parle à tout le monde. De retrouver la ville. Moi, par exemple, c'est la raison pour laquelle je propose de redonner vie à la Bièvre, cette rivière qui est aujourd'hui enfouie et qui a disparu au début du XXe siècle, dans le XIIIe, dans le Ve. Pour redonner de l'eau, il faut reconquérir nos rivières, les abords de nos rivières, les abords de nos canaux, les abords de la Seine, pour renaturaliser, remettre de la nature. C'est ça l'enjeu, c'est libérer aussi nos esprits de la publicité, c'est d'aller vers un autre modèle, un modèle qui ne fait pas des gares, des grands centres commerciaux. C'est ça toute la philosophie que je porte. Et vous savez, il y a une chose dont je suis convaincu, c'est que les Parisiens, ils savent que nous avons, nous, une forme de grande sincérité dans ce que nous portons, et que si demain, je suis maire de Paris, si demain l'ensemble des écologistes arrivent au pouvoir, eh bien ce plan vélo que nous proposons, il ne sera pas réalisé dans 6 ans à 55% comme aujourd'hui, mais il sera réalisé à 110%. Un invité nous rejoint dans Capital 2020, c'est tout de suite dans Paris en face. Bonjour. Bonjour Éric Faraud, bienvenue sur le plateau. Vous êtes un riverain de la salle de shoot, comme on l'appelle communément dans le 10e arrondissement de Paris. Officiellement, il s'agit d'une salle de consommation de drogue à moindre risque. Elle a ouvert en octobre 2016, c'est tout près de l'hôpital Lariboisière. C'est la seule d'ailleurs de la capitale. Éric Faraud, vous avez une question, en tout cas plusieurs questions à poser autour de ce fléau, de la toxicomanie, en tout cas à Paris. Déjà, quelle est votre position sur ce sujet et est-ce que vous avez déjà pris contact avec les riverains? Parce qu'aujourd'hui, nous, en fait, moi je suis père de famille, on vit dans ce quartier, on nous a imposé cette salle de shoot, on nous a imposé la population qui va avec et tout ce qui se passe autour. Et depuis, on n'arrive pas à s'en sortir. Nous, on vit des choses étonnantes. Moi, j'ai 3 filles. Racontez-nous ce que vous vivez. Simple, on a une salle de shoot qui est ouverte à certaines périodes de la journée. Et progressivement, on voit des gens, vous voyez les images derrière vous, on voit des gens qui se shootent dans la rouille directement. Et là, clairement, les images sont d'une violence infinie. Moi, j'élève des enfants. Imaginez qu'elles voient ça chaque jour. Donc vous avez des bagarres, donc de l'insécurité, vous avez du deal. Clairement, on a vu évoluer le dealer qui a changé de voiture depuis 2016, ce qui est quand même étonnant. Mais tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une zone de non-droit qui s'est installée du fait d'une loi que vous avez votée, vous autres politiques, et qui s'est fait bien évidemment au milieu de 500 familles, pas dans un hôpital. On nous a parlé de l'accompagnement de ces gens, alors que rien du tout, il n'y a pas de médecin. Il y a un collectif d'ailleurs de riverains qui travaille sur ce sujet, et on a été obligé de finir par filmer ces horreurs pour arriver à avoir une discussion avec les gens de la mairie. Et aujourd'hui, on entend qu'on en voudrait d'autres. Après le shoot, on a vu arriver le crack. Maintenant, ils se vendent aussi des cachets. Enfin, ça pose des questions sur comment est-ce que ces gens arrivent à avoir des cachets et ensuite à les revendre dans la rue. On voit des enfants seuls, on voit des gens de certaines nationalités, mais c'est très concentré. Je parle des Géorgiens notamment, qui sont apparus cette année et qui ont pris position sur le deal. Forcément, c'est lié à la vente à la sauvette, c'est lié... Voilà, on vit dans une insécurité totale. Donc une insécurité que vous liez directement à l'arrivée de cette salle de shoot. On le vit au jour le jour, madame. Non, vous avez raison. Il y a un sujet effectivement autour de cette salle de consommation à moindre risque, et notamment sur la question des riverains. Ce que vous dites, et ce que vous montrez ce qu'on a vu cela sur les vidéos, c'est une réalité. Pourtant, vous êtes favorable à ce type d'outil. Oui, mais moi, je fais peut-être un constat un tout petit peu différemment sur la manière de sortir de cette situation. Moi, je crois que aujourd'hui, en fait, nous avons un sujet, et il est complexe. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas là ? La première, c'est le manque de moyens. Pour le coup, je sais parfaitement. Ce que vous dites, monsieur. Excusez-moi. Vous connaissez le budget de la salle ou pas ? Si je peux me permettre, en fait, à un moment donné, pour le coup,
et sans vouloir écraser le débat, mais le sujet des addictions et la lutte contre et l'accompagnement des addictions, je le connais bien. J'ai travaillé dans la lutte contre le sida. C'est partie d'un volet qui est un volet sanitaire, parce qu'en fait, la question, elle se pose aussi sur un plan de santé publique. Lorsque vous avez ces gens-là qui sont dans la rue, qui sont en train de se shooter, eh bien, effectivement, moi, je le comprends tout à fait. Votre fille ou vos enfants n'ont pas à assister à ces scènes. Et là, je l'entends, mais j'y vois aussi des malades. J'y vois aussi des gens qu'il faut... Je finis et après qu'il faut aussi prendre en charge. Et aujourd'hui, la prise en charge, elle est insuffisante. C'est pas normal qu'on ait ça. C'est pas normal parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a une saturation du dispositif. Nous avons une salle de consommation à moindre risque, nous en avons une sur l'ensemble de Paris. Aujourd'hui, il faut renforcer le dispositif autour de plusieurs axes. Ça coûte trop cher d'en développer d'autres actuellement, c'est pour ça en fait, c'est compliqué parce qu'on est dans un espace juridique qui est un peu flou et qui ne permet pas, par exemple, sur la question du crack, de faire des dispositifs qui sont des dispositifs d'accompagnement du même type que la salle de consommation à moindre risque, qui serait pourtant, et d'ailleurs c'est une proposition que fait Anne Souiris, qui est l'adjointe en charge de la santé, notamment des salles de consommation à moindre risque mobiles, pour justement éviter de cristalliser. Il y a déjà des bus, monsieur. Non mais je sais, bien sûr, mais c'est pas tout à fait les mêmes dispositifs, mais qui sont obligés pour éviter de cristalliser autour des mêmes personnes, parce que je sais que c'est complexe pour les gens qui habitent dans les quartiers, de cristalliser les problèmes tout le temps, et que ça soit les mêmes qui, d'une certaine manière, les subissent. On a ce sujet-là. Ensuite, on a un sujet de répression. Et la répression, elle n'est pas juste... Et là, nous avons un vrai sujet. C'est que la répression, elle n'est pas juste sur les personnes qui sont en train de consommer de la drogue dans la rue. Elle est aussi de démanteler un certain nombre de filières. Ces dealers, ils sont là, il y a une loi qui fait que 300 mètres autour de la salle, la police ne peut pas agir, monsieur. Ils ont droit d'avoir leur dose, les éléments sur eux, et pouvoir faire ce qu'ils veulent. Non, donc il y a un problème. Non, c'est pas. Non, ils peuvent pas faire. Non, ils peuvent pas faire. Les images. Non, mais je vois. Mais si, je les ai vus, je les connais. Mais qu'est-ce qui empêche la police, par exemple, de... Je les connais, mais attendez. Non, mais le dealer la a changé de voiture. On a envoyé les photos à la police qui n'a pas pu l'arrêter. Que se passe-t-il ? Non, la question, elle est quand même là aujourd'hui, à la fois d'assurer un accompagnement qui est un accompagnement pour les personnes qui sont en situation d'addiction et tout le monde veut soigner les gens, ça c'est sûr. Oui, mais le dispositif de la salle de consommation à moindre risque, c'est un dispositif qui est efficace. Alors pourquoi ne pas l'avoir mis dans un hôpital comme ça s'est fait à Strasbourg, monsieur ? De santé publique. Moi, ce que je dis, et c'est la position des écologistes, c'est de renforcer ces dispositifs. C'est-à-dire, globalement, parce que là, on a un effet de saturation. Comme il n'y en a qu'une, oui, mais vous avez raison. Mais moi, je vous dis... D'hyperviolence je vous dis que journalière. Vous êtes dans une situation, en fait, où ce seul dispositif, effectivement, cristallise l'ensemble des problèmes. Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs qui peuvent exister? Oui, on peut en créer. Alors je sais que ça peut paraître contre-intuitif. Mais déjà traiter correctement celles qui existent, monsieur, avant d'en créer d'autres. Vous n'êtes déjà pas capable de gérer ce qui existe. Il faut désaturer. Mais oui, d'abord, il faut en retirer. Vous n'avez pas aucun psychanalyste derrière. Il n'y a pas d'accompagnement dans les statuts de la salle. Excusez-moi, monsieur, je connais un peu le sujet. Oui, mais je vous en prie, monsieur, d'accord, disent que vous exprimer. Vous deviez faire une salle pour permettre effectivement l'accompagnement de ces gens qui sont malades et qu'on doit soigner. C'est notre pays, c'est comme ça qu'on le pense tous. Et moi, pareil. En revanche, derrière, il devait y avoir des médecins, des psychologues, des psychanalystes. Il n'y en a pas, monsieur. Oui, c'est un problème de moyens. Il n'y en a pas. Oui, il y a un sujet. C'est pas un problème de moyens. Finalement, la dimension d'accompagnement, on n'a pas l'air de la trouver dans ce dispositif qui est censé l'apporter aux malades. D'une certaine manière incomplet et complètement 500 000 € de plus chaque année. Impossible. Donc en gros, on se retrouve avec une petite roulotte où des toxicomanes viennent et des dealers aussi. Je suis très pragmatique. Ce qui m'intéresse, c'est que quand on met 500 000 €, quand on met 1 million, quand on met 1,5 million, c'est qu'on ait des résultats. C'est qu'on ait des résultats. Là aujourd'hui, il y a, oui, mais là vous voyez ça, mais vous voyez aussi, vous ne dites pas le nombre de personnes qui sont aujourd'hui accompagnées par ces salles de consommation. Non, elles sont pas accompagnées. On leur fournit juste un espace pour faire ce qu'ils ont à faire. C'est pas un accompagnement, ça, monsieur. Mais si, c'est aussi une forme d'accompagnement. Ça évite notamment les transmissions SIDA. Ça évite notamment les transmissions VIH. C'est un fait. Ben oui, c'est un fait, mais c'est quand même déjà important. Mais on parlait de toxicomanie, monsieur. Non, la question de l'addiction, elle est aussi liée à la transmission des MST, des maladies sexuellement transmissibles, et notamment
notamment du VIH. Donc moi, pour ce que aller je vais vous aux dire, solutions, parce que là, monsieur, ces habitants, on voit ce qu'ils que vivent au quotidien. Ce que je crois aujourd'hui, c'est que oui, il faut remettre sur la table de la discussion l'ensemble du dispositif. Et ma conviction, c'est qu'il faut aujourd'hui le renforcer. Donc il faut le renforcer en créant d'autres lieux, d'autres salles de consommation à moindre risque pour désaturer la salle de consommation à moindre risque. C'est pas un problème de saturation. Est-ce que vous dites qu'il manque des moyens pour l'accompagnement? Excusez-moi, que vous ne soyez pas d'accord avec moi, c'est une chose. Venez, je vous invite dans je mon connais quartier. quand même le 10e arrondissement, mais je suis avec grand plaisir. Avec grand plaisir, nous aurons une discussion. Eh bien, parfait. Nous aurons une discussion et nous continuerons ce débat. Mais juste, laissez-moi terminer. Si vous me laissez terminer. On va bientôt conclure, messieurs. D'abord, de renforcer le dispositif pour permettre un accompagnement sanitaire de l'ensemble des personnes qui sont aujourd'hui victimes d'addiction. La deuxième chose, c'est en effet d'accélérer la question de la répression, mais de la répression notamment sur le démantèlement des filières. C'est ça qui est extrêmement aussi important. C'est ça qui fait qu'à la fin, vous avez des gens. Mais ça, c'est la police nationale. Aujourd'hui, nous avons une loi. Nous avons une loi qui aujourd'hui est une loi ultra répressive sur la question de la consommation de drogue, qui fait qu'on consacre des moyens impossible pour condamner ou réprimer de la petite consommation, alors qu'on ne met pas de moyens, notamment pour pénaliser, en tout cas pour combattre notamment les systèmes mafieux qui sont derrière la vente de drogue. C'est quand même un sujet qui dépasse uniquement la question parisienne et qui est un sujet national sur la politique que nous voulons avoir pour les drogues. Ça se passe bien à Strasbourg, ça se passe mal à Paris, monsieur. Je vous invite à regarder. Donc il y a un sujet de moyens, il y a un sujet de sous-configuration du dispositif. Ça vraiment, j'en suis convaincu. Je sais que ça peut paraître contre-intuitif pour le riverain que vous êtes, mais en fait il faut renforcer les moyens de cette salle et en créer de nouvelles pour désaturer, enlever le nombre de personnes, et supprimer ces images que nous avons vues tout à l'heure. Merci Eric Farraud d'être venu sur notre plateau. Je rappelle, vous vivez dans le 10e arrondissement, tout près donc de cette salle de shoot que nous venons de voir avec ces très belles images que vous nous avez communiquées. Merci à vous. On poursuit tout de suite le reste de l'émission avec notre rubrique Vrai-Faux. Très brièvement pour conclure l'émission, David Béliard, vrai ou faux que vous êtes un fils de prolo? C'est vrai, même si mon père n'aime pas l'expression. Mais vous l'utilisez oui, moi je trouve que c'est une belle expression. Je trouve qu'il y a une question, le prolétariat, au sens où moi je l'entends, c'est d'être d'une famille qui est une famille modeste. Votre père était maçon, c'est ça? Maçon, ma mère a fait des ménages pendant des années avant de devenir, à mon âge d'ailleurs, à 41 ans, aide-soignante. Et donc il y a, je crois, une certaine fierté. Moi je suis très fier du milieu dans lequel j'ai évolué. Il ne me destinait pas à être devant vous ou à faire ce plateau télé ou à être candidat pour la mairie de Paris, mais je crois en tout cas que ma famille, elle m'a aidé à faire ce que je suis en train de faire, et c'est une fierté, je crois, de ne pas être issu du sérail et de ne pas avoir d'héritage, qu'il soit d'ailleurs financier ou disons culturel, même si ma famille m'a inculqué un certain nombre de valeurs. Vrai ou faux que c'est Jean-Marie Le Pen qui vous a poussé à vous engager en politique? Alors non, c'est Dominique Voynet qui m'a poussé véritablement à m'engager en politique. Quand j'étais jeune, dans les années 90, elle était ministre de l'Agriculture et ministre de l'Environnement, et son bureau avait été saccagé par des chasseurs, et elle avait eu une intervention à la télé qui était une intervention extrêmement courageuse, et je me suis dit, incroyable, une femme écologiste qui porte des valeurs progressistes. À l'époque, les ministres femmes importantes se comptaient sur les doigts d'une main. Eh bien, ça m'avait profondément, ça m'avait porté vers les valeurs qui étaient les valeurs de l'écologie, qui sont aussi des valeurs d'égalité femmes-hommes. Et ensuite, en 2002, ce qui m'a permis de passer d'une certaine manière le pas, c'est effectivement la crainte du Front National. Et ça reste pour moi une boussole très forte de ne pas laisser le Front National ou le Rassemblement National ou les extrêmes, quels qu'elles soient, arriver au pouvoir, parce que je pense que ça serait la pire des choses. Et enfin, vrai ou faux, David Béliard, que vous êtes aussi journaliste?
Oui, je suis journaliste comme vous d'ailleurs. Oui, ou comme je le confirme. On le sait moins de vous. Je suis journaliste à Alternative Économique, qui est une coopérative. C'est le dernier grand titre de presse sur les questions économiques qui est indépendant. Vous avez toujours le temps avec la campagne Non, je suis en congé sans solde, mais c'est un titre pour lequel j'ai énormément de respect. C'est du journalisme de qualité, dans lequel on écrit encore, on a la liberté d'écrire des articles qui sont des articles longs, fouillés, et qui permettent d'expliquer un certain nombre de phénomènes sur l'économie, sur le social, par exemple sur le débat animé là qui nous a conduit à parler de la salle des consommations à moindre risque et de la question des politiques des drogues. Ce sont des sujets, sociétaux, ce sont des sujets économiques qui sont traités, je crois, avec sérieux et surtout avec indépendance. C'est une coopérative. Et donc ça veut dire que je suis à la fois salarié et actionnaire de cette entreprise et j'en suis là aussi très fier. Merci David Béliard. Alors dernière question pour vous maintenant, vous allez regarder la caméra 4. Pour le prochain candidat ou candidate ou représentant de candidat à Paris qui sera sur notre plateau, quelle est votre préoccupation, celle que vous souhaitez adresser ? Alors ma préoccupation pour Paris, ma première préoccupation, ne va pas vous échapper, c'est la question des espaces verts. C'est cette préoccupation qui voit aujourd'hui un certain nombre de projets de bétonisation continuer à perdurer. Et je crois qu'aujourd'hui, loin de celles et ceux qui opposent la question écologique à la question sociale, est-ce que oui ou non, demain nous allons pouvoir continuer et nous allons pouvoir créer un certain nombre de grands parcs à Paris sans que ça nous coûte 1,5 milliard d'euros, mais qui seront des parcs accessibles pour l'ensemble des Parisiennes et des Parisiens, et notamment des petits et des plus petits et des plus vulnérables d'entre eux. David Béliard, merci d'être venu sur le plateau de Capital 2020 BFM Paris, Le Parisien. Merci également à vous, Christine Henry, d'être venue ici avec nous, journaliste au Parisien. Vous continuez évidemment de regarder BFM Paris. Dans quelques instants, vous allez retrouver Tanguy Delanlay pour Bonsoir Paris. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès lundi prochain à 18h à ses côtés pour Bonsoir Paris.